Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. La dépression est une maladie comme toute autre, comme une pneumonie, comme une gastroentérite ou comme une insuffisance rénale par exemple. Il s'agit donc d'une maladie mentale, donc d'un trouble psychiatrique. La dépression est assez connue de tous, mais souvent très mal comprise. Aujourd'hui, mon but est de vous présenter la dépression sous un angle purement médical et de voir ce qu'il en est réellement. La dépression est un problème de santé publique car c'est le premier motif de consultation en médecine générale. Son intérêt est aussi vital car dans la dépression, le pronostic vital de l'individu peut être engagé dans le cas d'un raptus suicidaire, c'est-à-dire d'un risque de suicide. Et donc, pour bien comprendre cette maladie qu'est la dépression, nous allons, dans un premier temps, voir d'abord la définition, comment se manifeste la maladie, donc comment la reconnaître, comment identifier les signes avant-coureurs et comment la prévenir et suivre son évolution naturelle. La dépression s'inscrit dans un grand ensemble. La dépression s'inscrit dans l'ensemble des troubles de l'humeur. Donc, pour bien comprendre la dépression, il faut d'abord comprendre les troubles de l'humeur. C'est quoi un trouble de l'humeur? Avant de voir ce qu'est un trouble de l'humeur, voyons d'abord ce qu'est une humeur. Eh bien, selon la définition de Jean Dillet, l'humeur est une disposition affective globale, riche de toutes les instances émotionnelles, c'est-à-dire comprenant tout type d'émotion, qui est instructive, c'est-à-dire qui donne une indication sur l'individu, sur sa vie, sur son entourage, et qui donne à chacun de nos états d'âme une certaine tonalité. Cette tonalité peut être agréable ou désagréable, mais qui va osciller entre deux pôles extrêmes, soit du plaisir ou de la douleur. Donc, l'humeur, il faut comprendre, c'est une disposition affective qui comprend tout type d'émotion et qui peut être soit désagréable ou agréable et oscillant entre deux pôles. Soit c'est le pôle du plaisir, soit c'est le pôle de la souffrance. Ça, c'est la définition que nous rapporte Jean Dillet. Une fois la définition de l'humeur comprise, c'est quoi maintenant un trouble de l'humeur? Eh bien, un trouble de l'humeur, c'est un ensemble d'états psychopathologiques, psycho pour psyché, c'est-à-dire la pensée, pathologique pour pathos, pour la pathologie, la maladie. Donc c'est un ensemble d'états psychopathologiques qui va réunir l'existence d'une perturbation marquée de l'humeur. Cette perturbation marquée de l'humeur peut se faire soit par excès, dans ce cas on parlera de la manie, on verra ça un peu plus tard, soit par défaut, dans ce cas on parlera de la dépression. Mais pour parler d'un trouble de l'humeur, il faut que cette perturbation marquée de l'humeur soit de durée et d'intensité suffisante pour être une source soit de souffrance ou d'handicap pour le sujet lui-même et pour son entourage. Donc, avant de parler d'un trouble de l'humeur, la durée et l'intensité. Est-ce que cela se prolonge dans le temps? Est-ce que c'est d'intensité suffisante pour handicaper le sujet et son entourage? Dans ce cas, il s'agit alors d'un trouble de l'humeur. Donc, si la perturbation se fait par excès, c'est-à-dire où les émotions se font par excès, beaucoup plus excès positif ou négatif, exemple, une personne peut être très joyeuse le matin, extrêmement joyeuse, être même dans une certaine forme d'euphorie, et que le soir, être dans une très grande tristesse. Donc, ici, la perturbation de l'humeur se fait par excès. On parlera de la manie. Si se fait par défaut, on parlera de la dépression. Bien sûr, il peut y avoir une alternance de la perturbation marquée par excès et la perturbation marquée par défaut, donc une alternance de la manie et de la dépression. Dans ce cas,
il s'agit d'un trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, on le verra un peu plus tard, est de plusieurs types. On peut avoir un trouble bipolaire avec une manie isolée ou avec une dépression isolée. Donc, nous venons de voir les troubles de l'humeur. Le trouble de l'humeur est une perturbation marquée de l'humeur qui s'inscrit sur la durée et d'intensité suffisante, handicapant le sujet et son entourage. Qu'en est-il de la dépression? Eh bien, vous l'aurez deviné, la dépression est une perturbation marquée de l'humeur. C'est donc un trouble de l'humeur. Mais dans la dépression, le trouble de l'humeur se fait par défaut. On peut donc définir vulgairement la dépression comme étant un trouble de l'humeur par défaut. Mais concrètement, la dépression, c'est un trouble de l'humeur qui est caractérisé par l'apparition d'une humeur dépressive et ou de l'anédonie. C'est quoi l'anédonie? L'anédonie, c'est une perte de plaisir pour des activités sur lesquelles on éprouvait autrefois du plaisir. C'est une perte de plaisir tout court. Exemple, si un individu aime prendre du thé le soir et qu'au bout d'un moment, il ne veut plus prendre du thé, il dit qu'il ne veut plus, ça ne lui procure aucun plaisir, ici on parlera d'une anédonie. Donc, la dépression, c'est un trouble de l'humeur par défaut, caractérisé par l'existence d'une humeur dépressive, qu'on verra un peu plus tard, et d'une anédonie, c'est-à-dire d'une perte de plaisir pour des activités qu'on éprouvait du plaisir auparavant. Il faudrait que cette perturbation de l'humeur soit quasi constante d'au moins 2 semaines. Très important. Très important. La durée, rappelez-vous, perturbation marquée de durée et d'intensité suffisante. La durée dans le cas de la dépression, pour parler de la dépression, il faudrait qu'on remarque une perturbation marquée de l'humeur sur au moins 2 semaines. Et cette perturbation-là va se manifester par une humeur dépressive et ou une anédonie, c'est-à-dire une perte de plaisir pour des activités qu'on éprouvait autrefois du plaisir. Quel est donc l'intérêt de voir la dépression? L'intérêt, elle est beaucoup plus épidémiologique. Comme je le disais dans l'introduction, la dépression est un problème de santé publique. On parle d'une maladie mondiale qui touche toute catégorie de personnes à prédominance jeune entre 12 à 24 ans. Le sexe ratio est de 2 femmes pour 1 homme, c'est-à-dire la dépression touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et il y a aussi un risque vital car le sujet peut se suicider. On parle alors ici d'un raptus suicidaire. Comment reconnaître la dépression? Pour reconnaître la dépression, eh bien, on identifie un trépied. On parle alors du trépied dépressif dans les cas les plus caractéristiques. Ce trépied dépressif est constitué de l'humeur dépressive, d'un ralentissement psychomoteur et des troubles somatiques. Voyons l'humeur dépressive. Eh bien, l'humeur dépressive, c'est vraiment le maître signe de ce trépied dépressif. L'humeur dépressive va se manifester par une douleur morale. La douleur morale, c'est quoi? Eh bien, c'est une tristesse douloureuse. L'individu est très triste, super triste même. L'individu est dans un pessimisme paradoxal. Il voit tout en noir. Rien n'est positif dans sa vie. D'une autodépréciation. L'individu se dévalue lui-même, se dévalorise. Il dira par exemple que je ne suis pas quelqu'un d'intelligent, je ne suis bon qu'à ne rien faire, je ne peux rien dans ma vie. Donc une autodépréciation de soi. Aussi un sentiment d'impuissance.
sentiment d'impuissance, comment? Face à ce pessimisme, face à cette autodépréciation. Exemple, si on se rend compte qu'on a des insuffisances, par exemple, dans un domaine, on se donne les moyens de combler. Il y a un examen qui vient, on bosse, on révise pour réussir l'examen. Un individu souffrant d'une humeur dépressive va d'abord se dire « je ne suis pas intelligent, donc je ne pourrai pas réussir l'examen ». Autodépréciation, je ne suis pas intelligent. Pessimisme, je ne peux pas réussir l'examen. Impuissance, c'est-à-dire il ne va pas engager une action pour résoudre le problème. Par exemple, réviser ici pour réussir l'examen. Il y a aussi une anticipation négative. Le sujet anticipe tout négativement. L'examen, je vais l'échouer. Je vais passer le permis, je ne peux pas réussir le permis. Une autodépréciation et une anticipation négative de l'avenir. Dans l'humeur dépressive, on a aussi un signe essentiel qui est la culpabilité. Le sujet, en plus d'être dans une tristesse douloureuse, se sent coupable. Coupable envers lui-même d'abord, c'est de ma faute. Je ne réussis pas, c'est de ma faute. Je suis le responsable. Et aussi envers son entourage. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Moi, j'étais pas comme ça avant. J'étais bien, j'étais intelligent, mais c'est à cause d'eux que je suis devenu comme ça. Donc, il y a une culpabilité envers soi-même et envers son entourage. Et l'anédonie. L'anédonie, comme nous l'avons vu, c'était une perte de plaisir pour des activités que l'individu éprouvait autrefois du plaisir. Quelqu'un qui aimait faire du sport, qui du jour au lendemain dit que le sport ne l'intéresse plus. Quelqu'un qui aimait prendre du thé le soir et qui du jour au lendemain dit qu'il n'aime plus le thé. Tu lui demandes, il dit, je ne sais pas, je ne veux plus, je ne veux plus faire du sport, je ne veux plus prendre du thé. Il y a une perte de plaisir. Il y a aussi de l'ennui, la personne s'ennuie tout le temps. Il y a aussi un dégoût de vivre, la personne ne voit plus aucun sens à sa vie, il n'y a plus de raison de vivre et un désintérêt pour tout. Ça, ce sont les caractéristiques de l'humeur dépressive. Et ça, elle doit survenir sur une durée de 2 semaines et d'une intensité suffisante pour être handicapant déjà pour l'individu lui-même et ensuite pour son entourage. L'entourage va s'en plaindre. Le deuxième trépied dépressif dans les cas caractéristiques, c'est le ralentissement spicomoteur, l'un des signes essentiels. Le ralentissement spicomoteur, spico pour psyché, l'esprit, moteur pour les muscles. Donc il y aura un ralentissement à la fois au niveau du mental et du corps. Le maître symptôme ici, le maître signe ici, c'est la fatigue générale. L'individu est tout le temps fatigué, tout le temps fatigué. Cette fatigue s'accompagne d'une perte d'initiative. L'individu ne veut plus rien faire. Je suis fatigué, ça ne sert à rien d'aller me doucher. Je suis fatigué, ça ne sert à rien de sortir. Il y a une perte d'initiative. Il y a aussi une baisse de l'efficacité intellectuelle. C'est quelqu'un que vous verrez très intelligent à l'école va commencer à avoir de très mauvaises notes. Ou quelqu'un qui produisait intellectuellement de très bons résultats dans tout ce qu'il entreprend va commencer à devenir très médiocre. Il y a une bradie psyché, bradie pour hypo, pour ce qui est bas, pour ce qui est lent, et psyché pour la pensée. Donc il y a un ralentissement de la pensée. Il y a une pensée lente et peu productive, des pensées qui ne produisent pas. Il y a aussi des troubles de l'attention. L'individu a du mal à se concentrer. Des troubles de mémoire, l'individu oublie beaucoup plus. Et des mouvements mimiques très ralentis. C'est quelqu'un qui va saluer au ralenti, littéralement. Va marcher doucement, mimer les pas. Il a l'air très fatigué. Mais aussi, il y a une indifférence aux proches et aux événements. C'est quelqu'un qui va se lever le matin, ne va pas saluer les membres de sa famille. Il va s'en foutre totalement. C'est quelqu'un qui, il y a une fête à la maison, ne va pas sortir. Il y a un désintérêt pour les événements et pour son entourage. Et le dernier signe du trépied dépressif, c'est les troubles somatiques. Eh bien, les symptômes somatiques vont se manifester par l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, comme on a vu, par une anorexie, c'est-à-dire une perte de l'appétit. L'individu
perte de l'appétit, qui va de pair bien sûr avec l'anédonie, et des troubles de sommeil. Alors les troubles de sommeil, ça peut être un type d'insomnie, l'individu ne dort pas pratiquement, et cette insomnie n'a pas de répercussions somatiques, c'est-à-dire l'insomnie ne va pas avoir de répercussions sur son corps. Normalement, pour un individu, lorsqu'il ne dort pas la nuit précédente, va se sentir très fatigué la nuit d'après, le jour d'après, le jour suivant. Il va avoir envie de rattraper son sommeil. Mais chez ce sujet, il ne dort pas et il ne sent pas vraiment l'impact de cette insomnie. Ou le trouble de sommeil peut se manifester par une hypersomnie. Il dort tout le temps, il est tout le temps fatigué, il est cloué au lit. On parle d'une clinophilie. Aussi, on peut avoir des troubles digestifs, à type de nausées, vomissements, diarrhée, des troubles urinaires, à type de polyurie, le patient urine énormément, peut avoir une dysurie ou même une anurie, des troubles cardiovasculaires, à type de palpitations, de tachycardie, le patient sent une sensation où son cœur bat plus vite, et parfois neurologique, nerveux, perte de sensibilité, ou peut-être perte de motricité. À ces trois signes majeurs du trépied dépressif, c'est-à-dire l'humeur dépressive, le ralentissement spécomoteur et les symptômes somatiques, peut s'associer une anxiété. Et lorsque l'anxiété s'associe, elle n'est pas toujours constante, elle n'est pas toujours constante, mais lorsqu'elle est présente, eh bien, c'est un signe qui peut donner un raptus suicidaire, c'est-à-dire qui peut entraîner l'individu à se suicider. Donc c'est un risque. Et ici, les risques de suicide dans le cas de la dépression, eh bien, s'il y a d'abord le sexe masculin, les hommes se suicident plus facilement que les femmes. Il y a le jeune âge, les jeunes de 12 à 24 ans se suicident facilement. Il y a aussi l'antécédent des tentatives de suicide dans le passé. Aussi, on peut avoir un isolement social, affectif ou social. C'est quelqu'un qui, déjà, ne se sent pas vraiment aimé dans son entourage, se sent isolé. Donc là aussi, c'est un risque de suicide. Ou le délire, quelqu'un qui va commencer à délirer, halluciner, c'est aussi un risque de suicide. Donc, la dépression, nous avons dit, c'est un trouble de l'humeur par défaut. Donc, caractérisé par une humeur dépressive et ou une anédonie. L'humeur dépressive peut être isolée ou une anédonie, ou peut être associée à l'anédonie. Elle est quasi constante, donc de durée au moins minimum de 2 semaines et d'intensité suffisante pour être handicapante pour le sujet et pour son entourage. Elle a un intérêt épidémiologique, car c'est le premier motif de consultation en médecine générale, peut engager le pronostic vital car risque de raptus suicidaire. Le syndrome dépressif se reconnaît par un trépied constitué de l'humeur dépressive, de ralentissement spécomoteur et des troubles somatiques. Mais non, il existe aussi les autres formes de la dépression. Ces autres formes qui sont dites atypiques, dans lesquelles on ne va pas retrouver forcément le trépied qu'on a vu. Il s'agira des équivalents dépressifs. Les équivalents dépressifs sont les plus souvent difficiles à diagnostiquer parce que dans les équivalents dépressifs, il n'y a aucun élément du trépied dépressif. Aucun. Pas d'humeur dépressive, pas de ralentissement spécomoteur et pas de troubles somatiques. Généralement, dans les équivalents dépressifs, ce sont beaucoup plus les symptômes psychiques et les symptômes somatiques qui prédominent. Dans les symptômes psychiques, on peut avoir des troubles hypochondriaques. Alors les troubles hypochondriaques, ce sont des troubles beaucoup plus somatiques. C'est un sujet qui va être convaincu qu'il a une certaine maladie, et qui part voir le médecin avec un diagnostic. Donc il est convaincu par exemple qu'il a une appendicite. Il est vraiment convaincu. Il vient voir le médecin en disant « Docteur, je pense que j'ai une appendicite ». Le médecin fait le bilan complet et il se rend compte que finalement le sujet ne souffre pas de l'appendicite. Mais il est convaincu, il dit « Non, je souffre de l'appendicite ».
Peut-être que vous êtes incompétent, peut-être qu'il faut refaire les examens. Refaire les examens, toujours négatif. Il part voir un autre médecin, toujours le même cycle. Je souffre de l'appendicite et peut-être peut aller jusqu'à se faire opérer. Ce sont les troubles hypocondriaques. Quelqu'un, un sujet qui est convaincu d'avoir une maladie, une certaine pathologie et cherche voies et moyens pour confirmer cela. Donc, dans les équivalents dépressifs, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui vient dans un tableau de troubles hypocondriaques ou dans un tableau de troubles phobiques. Le patient a des phobies et cette phobie, elle est handicapante. Ou par exemple, dans un tableau de troubles obsessionnels compulsifs. On peut aussi avoir, entre autres, une anorexie, perte d'appétit, de la boulimie, envie de beaucoup manger et parfois une perturbation de la libido. C'est quelqu'un qui va, par exemple, ne plus avoir envie de faire le rapport sexuel avec sa femme ou son mari, ou quelqu'un qui va encore avoir plus envie de faire les rapports intimes avec son partenaire. Et les symptômes somatiques, par exemple ici, sont beaucoup plus des symptômes, par exemple, neurologiques, par exemple, à type de lombalgie ou de névralgie, ou encore endocriniens. Ça, ce sont les équivalents dépressifs. On a aussi la forme de la dépression selon l'intensité. Alors, la dépression varie selon son intensité. La dépression peut être d'intensité légère, dans ce cas, elle est peu handicapante, mais peut avoir des séquelles si elle n'est pas prise en charge. Elle peut être modérée ou sévère. Dans ce cas, quand elle est sévère, elle est automatiquement handicapante et va avoir des répercussions sur le fonctionnement global. Le cas le plus courant de la sévérité de la dépression, c'est la mélancolie. La mélancolie, c'est quoi? La mélancolie, c'est une dépression sévère avec un syndrome d'inhibition massif. C'est quoi un syndrome d'inhibition massif? C'est-à-dire qu'il y a une inhibition somatique, si on veut. Et cette inhibition somatique va se manifester par une inertie. C'est un patient qui ne parvient pratiquement à ne plus se mobiliser. On peut aussi avoir une aboulie, c'est une incapacité à initier une action, même une simple action. On a aussi une bradyspsyché, c'est-à-dire une pensée lente. Et il y a la pauvreté de l'idéation, c'est-à-dire l'individu a peu d'idées, ses idées sont peu créatives, très pauvres. Il y a aussi les troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs se manifestent beaucoup plus par des difficultés de concentration. L'individu n'arrive plus à se concentrer sur une certaine durée minimum et peut aussi avoir des pertes de mémoire. Il y a l'anesthésie affective qui est beaucoup plus douloureuse dans son cas. Eh bien, c'est une indifférence. L'individu est nonchalant, indifférent à tout ce qui l'entoure, aux émotions de son entourage ou à ses propres émotions, aux événements. Dans la mélancolie, la douleur morale que nous avons vue tout à l'heure, la tristesse, le pessimisme, l'autodépréciation, va venir en second plan et est masquée au premier plan par des plaintes somatiques. L'individu va venir pour des plaintes somatiques. Par exemple pour des troubles digestifs, pour troubles urinaires, troubles neurologiques. Donc, dans la mélancolie, les symptômes psychiques viennent en arrière-plan et les symptômes somatiques viennent en avant-plan. Il y a aussi, par exemple, dans certains cas, une idée délirante. Dans la mélancolie, on peut avoir une idée délirante. L'individu va commencer à délirer. Et le délire dans la mélancolie, elle est fréquente, mais par contre, c'est un délire à un mécanisme interprétatif. C'est-à-dire, c'est un individu qui va tout interpréter. Quelqu'un qui le salue, il dira par exemple qu'il veut le tuer, par exemple. Donc, il interprète tout beaucoup plus négativement et intuitif. Par intuition, il va déduire des choses beaucoup plus négatives. Mais le délire dans la mélancolie est pauvre aussi et a des thématiques beaucoup plus hypochondriaques, c'est-à-dire l'individu va venir pour des troubles somatiques, comme on a vu, pour des pathologies qui n'existent pas vraiment. Ou aussi, ça peut être des thématiques de persécution.
l'individu se sent persécuté, il peut se dire c'est parce que je suis musulman que tout cela m'arrive, ou d'envoûtement. Il peut se dire que je pense que je ne reçois pas dans la vie parce qu'on m'a envoûté. Donc, ça, ce sont les thématiques que l'on retrouve dans le délire de la mélancolie. L'hallucination peut être aussi fréquente, mais pas toujours, et elle est congruente à l'humeur. Donc, la mélancolie, c'est une dépression sévère qui se caractérise. Donc, la mélancolie est une dépression sévère qui se caractérise par une inhibition, une, une idée délirante, de l'hallucination. Dans la mélancolie, le facteur de gravité, c'est le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est une mélancolie qui va être associée à un délire. Et ce délire mélancolique de négation d'organes. C'est-à-dire, c'est un individu qui va penser que ses organes pourris. Il va se dire, par exemple, son estomac pourri. Ou il va se dire qu'il n'a plus d'organes. Ou même parfois se sentir déjà mort. Il existe, mais il se dit qu'il est mort. Ou que son estomac est pourri. Ou qu'il n'a pas d'estomac. Donc, le syndrome de Cotard, c'est un délire mélancolique de négation d'organes. Et c'est un signe de gravité dans la dépression. Dans ce cas, il faut agir en urgence. On peut aussi avoir les formes de dépression selon l'âge. Chez l'enfant, cela va se manifester par un désintérêt pour les jeux habituels. Un enfant qui a l'habitude de jouer au football va commencer à ne plus jouer au football. Vous cherchez à savoir, il n'y a pas de raison. Chez l'adolescent, cela va se manifester par des troubles de conduite. C'est un individu qui va changer de comportement brusquement, qui va avoir une attirance à la fugue, à la toxicomanie, et il va commencer à avoir des difficultés scolaires. Et même chez l'enfant, il y a souvent des difficultés scolaires. Un enfant qui est par exemple brillant, commence à avoir des baisses de notes pour des raisons inconnues ou pour des raisons inappropriées, non valables. Chez le sujet âgé, c'est beaucoup plus les plaintes somatiques qui prédominent. Le sujet âgé va beaucoup plus consulter pour des troubles hypocondriaques, par exemple. Et enfin, on a la forme selon la culture. Selon la culture, chez le noir africain, la dépression va se manifester par des plaintes somatiques au premier plan et les plaintes et la douleur morale au second plan. Il ne va pas venir dire qu'il est triste, qu'il est un pessimiste. Il ne peut pas consulter pour ça. Il consulterait d'abord pour les troubles somatiques. J'ai mal au ventre, je vomis. Et après, quand vous faites des examens, vous recherchez, vous ne trouvez pas de pathologie derrière. Quand vous faites votre interrogatoire, vous allez vous rendre compte que, eh bien, il y a une douleur morale derrière. Chez l'occidental, cela se manifeste par une autodépréciation de l'individu, par un sentiment de culpabilité exagéré, qui est même irrationnel presque, et des idées suicidaires, voire des actes suicidaires à type de mutilation et autres. La dépression évolue naturellement vers la guérison en 8 mois. Souvent, la guérison peut être spontanée en 8 mois à 1 an. Dans certains cas, elle peut se compliquer de suicide, d'une addiction, d'un retentissement socio-professionnel et parfois une récidive vers des troubles chroniques de l'humeur encore. Maintenant, comment reconnaître la dépression? On a vu le trépied dépressif. Mais est-ce qu'il suffit de reconnaître 1, 2, 3 signes de l'humeur dépressive ou un signe du trépied dépressif pour dire qu'un individu est dépressif? Mais non. Il existe des critères de DSM-5, c'est-à-dire du manuel de diagnostic des Américains,
et du CIM-10, donc le manuel du diagnostic des Européens, eh bien, ces critères peuvent être classés en 4 catégories. Nous avons la catégorie A, B et C. Bien sûr, les 3 sont en relation. Dans la catégorie A, c'est généralement des critères qui vont répondre d'abord à un épisode dépressif. Un épisode dépressif. Dans quel cas on dira que quelqu'un fait un épisode dépressif? C'est dans le cas où on va voir que on retrouve les éléments d'un syndrome dépressif qui persistent pendant au moins 2 semaines. Donc la durée. Ensuite, on voit qu'il y a une absence de certains symptômes qui orientent vers une manie ou une hypomanie. Parce que il faut bien évidemment éliminer un trouble bipolaire. Si la manie et la dépression coexistent, il s'agit alors d'un trouble bipolaire. Donc dans le critère A, l'épisode dépressif doit au moins persister pendant 2 semaines avec absence des symptômes orientant vers une manie ou une hypomanie. Dans le groupe B, il faut qu'il y ait présence d'au moins 2 des 3 symptômes que nous allons citer. D'abord, une humeur dépressive qui doit être vraiment d'intensité suffisante, donc anormale pour le sujet et pour son entourage. C'est par exemple une humeur dépressive qui va se manifester toute la journée et tous les jours. Ensuite, on va avoir une anédonie. Une anédonie, perte de plaisir ou une réduction de l'énergie avec une augmentation de la fatigabilité. Le sujet hyper fatigué. Si on retrouve perte de plaisir, anédonie, fatigue générale et humeur dépressive qui persiste tous les jours et toute la journée, là, l'un des 2 des signes, soit une anédonie, soit une fatigue, soit une humeur dépressive toute la journée et tous les jours, ça fait partie du deuxième groupe. Dans le dernier groupe, il faut qu'il y ait présence d'au moins un des signes que nous allons citer. Une perte de confiance en soi, une culpabilité qui peut être excessive et voire inappropriée, des pensées récurrentes de mort ou voire des idées suicidaires tout simplement, une bradypsychie, manque de concentration, perte de mémoire et parfois des modifications psychométriques. C'est un individu qui va être hyper agité ou très ralenti dans ses mouvements. Et enfin, on peut avoir une perturbation de sommeil à type d'hypersomnie ou d'insomnie. Si on arrive d'abord à identifier s'il s'agit d'un épisode dépressif, donc humeur dépressive sur 2 semaines, absence de signes de manie ou d'hypomanie, on est face à un épisode dépressif. Ensuite, on recherche les éléments du groupe B. Est-ce que l'humeur dépressive, elle est constante tous les jours ou toute la journée, toute la journée et tous les jours? Est-ce qu'il y a une anédonie? Est-ce qu'il y a une fatigue? Ensuite, on poursuit à voir s'il y a une perte de confiance, il y a une culpabilité, il y a une idée suicidaire, il y a une bradypsychie, est-ce qu'il y a une modification psychomotrice? Alors là, on pose le diagnostic d'une dépression. Et le traitement reposera sur la psychothérapie, donc la santé mentale, promotion de la santé mentale, éviction des facteurs de risque, on crée un entourage propice, donc la psychothérapie, et aussi médical, qui est les médicaments antidépressifs, dont je ne développerai pas dans cet épisode, car c'est réservé aux professionnels. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis ouvert à toutes les discussions dans les commentaires